Donc là, ce que je vous propose, c'est, pour rendre les choses un petit peu plus concrètes, c'est de vivre une expérience. Voilà. Donc ça vous donnera un aperçu, alors, de une possibilité de travail thérapeutique. Ça, c'est un petit bout comme ça, hein, des possibilités qu'on peut faire. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est basé sur une thérapie qui est issue des thérapies dites TCC, thérapie cognitivo-comportementaliste, elle est principalement du côté comportementaliste, qui a été travaillée, mise au point par Stephen Hayes et son équipe. Et ils ont sorti un ouvrage présentant la thérapie, leur thérapie qui fut publiée en 1999, en anglais sous le titre Acceptance and Commitment Therapy, ce qui donne l'acronyme ACT. Acceptance, Commitment, Therapy. ACT. Et c'est vraiment, ça dit, en plus en un seul mot, on est bien dans... Voilà. En français, elle est traduite par thérapie d'acceptation et d'engagement. Donc on est vraiment tout à fait dans... Voilà, là on va se rejoindre. Après avoir vu les différences, on va voir... Alors, deux petites choses. L'acte part du principe que la fonction de l'esprit est de produire des pensées. Fonction de l'esprit, c'est de produire. Il produit. Voilà. Alors, dans le terme pensée, il regroupe tout ce qui est les idées, les émotions, les sentiments, les représentations, tout ce que nous, on appelle la vie psychique, en fait. Hein, voilà. Eux, ils appellent ça, ils regroupent un terme qui s'appelle les pensées. Donc la capacité imaginative aussi, bien sûr, hein, qui est une capacité de l'esprit. Et cette capacité, elle est très intéressante, parce que c'est la capacité de l'esprit à produire des images. Et dans notre métier, enfin moi en tout cas particulièrement, mais pas que moi, c'est un outil, l'imaginaire. Et pas un défaut, ni un problème, ni quoi que ce soit. C'est un outil qu'on utilise régulièrement. Voilà. Petit point comme ça, et puis il y avait autre chose que j'avais entendu tout à l'heure, mais je ne le retrouve pas. Bon, je pense qu'on y reviendra au fur et à mesure. Alors là, je vais vous proposer une petite pratique. Hein, vous connaissez les pratiques de méditation, tout ça. Bon, donc, voilà, c'est un petit exercice. Alors, pour cet exercice, je vais vous demander de faire un petit effort de mémoire. Et donc nous allons essayer de nous souvenir d'un moment où nous avons vécu un mal-être, hein, de nos propres, un mal-être qui nous appartient vraiment, qu'on a vraiment rencontré, vécu, senti, etc. Et donc je vais vous proposer de vous concentrer sur la pensée qui représente le mal-être. Vous pouvez fermer les yeux ou pas, hein, c'est comme... mais essayez vraiment de rentrer en contact. Alors, vous vous concentrez, ça veut dire accepter de le sentir. Et vous vous concentrez sur la pensée qui représente ce mal-être. Alors, c'est peut-être comme on a vu tout à l'heure, je suis nul, je suis incapable, enfin, toutes les petites choses qu'on a vues. Vous essayez de vous le représenter. Ça peut être une phrase hein, qui représente votre mal-être. Donc, laissons-le venir à notre esprit, sans rien y retoucher, ou le changer. Et essayons de faire ce premier exercice avec le plus de sincérité possible. Une fois que vous êtes bien dans à la fois la pensée et le senti de ce mal-être, on va essayer de se souvenir de comment cette pensée-émotion, elle prenait toute la place. Dans notre esprit,
toute la place. Sentons le mal-être et remarquons comment c'est lui qui commande dans notre esprit. Quand il est là, il prend toute la place. C'est lui qui commande. Comment il nous réduit à l'état d'esclave qui n'a pas le choix. Et comment nous adhérons à ce que dit notre esprit. Nous y croyons. Et donc, nous nous soumettons à cette pensée de mal-être. Puis, une fois que vous êtes bien dessus, qu'on peut vraiment le sentir, se le représenter, on se rend compte que, par le souvenir de ce qu'on a vécu, on se souvient de ce qu'on a vécu, on se souvient à quel point c'était envahissant. À partir de là, nous allons répéter quelques fois dans nos têtes la pensée sous cette forme de phrase, en disant, en la faisant précéder de « j'ai la pensée que ». Par exemple, si votre phrase c'est « je suis incapable », vous allez la faire précéder par « j'ai la pensée que je suis incapable ». Ou « j'ai la pensée que je n'ai pas de valeur ». Ou « j'ai la pensée que j'y arrive pas », ou que je suis mauvais, ou que, etc. Et qu'est-ce que nous sentons alors? Une fois qu'on a répété « j'ai la pensée que », je suis mal ou je suis... Est-ce que vous pouvez observer une différence après avoir répété « j'ai la pensée que », je vais mal, je suis... et avant où elle était complètement présente, cette pensée. Maintenant, vous allez continuer d'observer cette pensée-émotion. Vous allez essayer de vous concentrer sur quelle forme elle a. Est-ce qu'elle a une forme? Ou quelle couleur elle a? Si elle a une couleur. Où est-ce que vous la situez, cette pensée-émotion de mal-être? Plutôt à l'extérieur, dans la pièce, ou plutôt à l'intérieur de vous? Et si vous la situez à l'intérieur de vous, où est-ce qu'elle est? Où est-ce que vous la situez? Où est-ce que vous pouvez observer cette pensée-sensation de mal-être? Ça peut aussi être juste une phrase que vous voyez comme une phrase sur un écran d'ordinateur. Peut-être les lettres de cette phrase peuvent changer de forme, grandir.
envahir tout l'écran, par exemple. Ou alors peut-être elle bouge, cette phrase. Elle va de gauche à droite ou de droite à gauche. Ou peut-être qu'elle bouge de haut en bas. Concentrez-vous soit sur la forme, la couleur ou la phrase, s'il y a du mouvement, où est-ce qu'elle est située. Et maintenant, remarquons ce que nous sentons. Est-ce que c'est différent de tout à l'heure ? Est-ce que c'est différent du moment où vous avez juste évoqué le souvenir du mal-être, évoqué le moment quand c'était totalement envahissant ? Et si c'est différent, qu'est-ce que nous pouvons constater ? Et en quoi est-ce que c'est différent ? Vous pouvez observer, vous pouvez constater, vous pouvez vous parler à vous-même pour vous dire ce que vous observez et ce que vous pouvez constater, remarquer. Bien. Et bien voilà le premier point. Vous venez d'expérimenter qu'on peut prendre un peu de recul par rapport à notre sensation de mal-être. On ne peut pas observer une chose si on ne prend pas de la distance. Je ne peux pas observer cet objet si je ne prends pas de la distance. À chaque fois, quand vous avez pris de votre énergie, de votre pensée pour « Ah tiens, mais quelle forme il a mon sentiment ?» Il y a des patients qui me disent « Les sentiments, ils ont des formes. » Oui. Quelle couleur a ce sentiment ? Ou alors « Tiens, c'est une phrase. Ah bah tiens, moi, elle se déplace plutôt comme ça, la phrase. » Pendant ce temps-là, vous n'étiez plus collé à votre sensation de mal-être. Un petit peu de distance, de recul. Ce qu'on appelle nous défusionner. On défusionne. Et c'est important parce que du coup, c'est plus cette pensée, sensation, émotion de mal-être qui commande à l'intérieur de nous. Ça nous permet de reprendre à la main. Nous pouvons l'observer et peut-être même nous pouvons la comprendre. Tiens, elle est faite de ceci, de cela. Donc, pour revenir à quelque chose qui a été dit tout à l'heure,
nous avons cette pensée-émotion de mal-être, nous ne sommes pas la pensée-émotion du mal-être. La preuve, c'est qu'on peut en faire un objet d'observation. Je remarque, mon sentiment de mal-être, il est bleu foncé, il a une forme comme ça, comme ça. Je peux observer les sensations que j'ai par rapport. Quand je dis j'ai la pensée que je suis nulle, ben, c'est pas la même chose que quand je dis je suis nulle. Là aussi, prend un peu de... Et quand on le travaille et qu'on le répète et qu'on... Après, c'est des exercices qu'on pratique à la maison aussi. Hein. À chaque fois qu'on est envahi, j'ai la pensée que je suis nulle. Ben, c'est pas du tout pareil. Il se passe quelque chose. On peut l'observer. À partir du moment où on peut observer, on a déjà pris un petit peu une distance. Donc nous ne sommes pas les pensées, sentiments, émotions, même s'ils sont extrêmement envahissants. Nous ne sommes pas ça. Nous avons ces choses-là et on peut les observer. On peut les remarquer. Ah tiens, là, je me sens comme ceci ou comme cela. Je peux remarquer, je peux prêter attention. Et puis, la chose intéressante aussi, c'est que nous prenons également conscience qu'il y a un lieu en nous d'où nous pouvons observer. Il y a un lieu en nous d'où nous pouvons observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ce lieu-là, on pourrait dire, cet observateur, il est toujours disponible si on le sollicite. Toujours disponible si on le sollicite. L'observateur en nous. C'est, si on ne le sollicite pas, bah, il fait la sieste. Il fait autre chose. Mais si on le sollicite, on a cette possibilité-là. On peut remarquer, ne serait-ce que je remarque, ah tiens, j'ai une sensation, je me sens mal, je remarque quelque chose. L'observateur, il est là. On peut prendre, il est toujours disponible en nous. Donc ça, c'était le premier point, petit exercice. Alors bon, là, vous l'avez fait un peu comme ça, mais vous pouvez, si ça vous intéresse, vraiment le refaire régulièrement. Hein. C'est ce qu'on appelle la diffusion. C'est une des premières choses, c'est diffusionner de cet englument dans le mal-être, par exemple. Si c'est le mal-être, on est complètement... Il n'y a que ça. On le disait très très bien tout à l'heure, c'est envahissant. On ne voit plus que ça, il n'y a rien d'autre. Complètement négatif de préférence, évidemment. Mauvais, pas bien. Souffrance, hein, donc pas bon. On peut diffusionner. Voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est un autre petit exercice que je vous propose. Un exercice très simple, un peu comme des jeux. Voilà, on va dire que vos deux mains, hein, ça c'est les pensées et les émotions. Voilà, deux mains c'est les pensées et les... Vous prenez vos mains, voilà, pensées, émotions, voilà, et vous allez les coller contre votre nez. Voilà. Ça, c'est pensée, émotion de mal-être. Hein, vraiment coller. Et maintenant, dites-moi ce que vous voyez. Voilà, pas grand-chose. Hein. Donc on a nos mains collées comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on voit? Pas grand-chose. Et qu'est-ce qu'on sent? Qu'est-ce que vous sentez? Chaud. Voilà. Vous essayez d'être à l'écoute de ce que ça fait d'avoir les mains comme ça, collées. Imaginez vivre comme ça en permanence, ou pendant très longtemps, pendant des heures. Et maintenant, vous allez regardez vos mains, qu'est-ce que c'est que ça? Non, allez-y, regardez vos mains, et puis petit à petit, vous les décollez, doucement, vous les décollez, voilà. Puis vous vous arrêtez à peu près là. Et maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Et qu'est-ce que vous sentez?
Et puis, petit à petit, vous éloignez vos mains et vous les posez sur vos genoux. Voilà. Et maintenant, vous allez regarder autour de vous. La pièce, les lumières, il y a des belles... Peut-être vous pouvez entendre aussi, il y a des bruits dans la rue. Des bruits de... Peut-être vous pouvez sentir aussi l'odeur du thé, par exemple. Donc vous concentrez bien sur ce que vous pouvez voir, entendre, sentir. Et puis vous pouvez regarder les autres, les personnes qui sont à côté de vous. Vous prenez contact. Quand tu parlais de relationnel, vous prenez contact avec les autres. Où sont nos mains? Elles ont disparu? Non, elles sont toujours là. Pensée, émotion, mal-être, toujours là. Sauf que ça n'envahit plus le champ. Ça n'envahit plus le champ. C'est toujours là. Le mal-être, la pensée de mal-être, le sentiment de mal-être, il est toujours là. Alors il est de côté ou il est sur les genoux, mais je peux voir, entendre, vivre, faire des choses. Je peux être en relation avec les autres. Ça n'a pas disparu. Là, nous venons d'expérimenter l'acceptation. Comme disait tout à l'heure François. On peut accepter d'avoir un sentiment, une émotion, une pensée de mal-être à l'intérieur de nous, à condition qu'elle ne prenne plus toute la place. On peut accepter qu'il y a des trucs, voilà, on n'est pas au top, mais on peut quand même vivre, parler, bouger, être en relation, ou faire des choses comme ça. Donc nous pouvons accepter, ça c'est vraiment nos pensées, émotions de mal-être, du moment que bien sûr ça ne... Voilà, nous ne nous accrochons plus, nous ne focalisons plus tout dessus. Cela nous permet aussi, par ailleurs, de porter notre attention sur quelque chose de constructif, par exemple. Et de façon générale, souvent ce qui est constructif est souvent lié à des valeurs. Et c'est en lien avec des valeurs, nos valeurs bien sûr. Et là, c'est le troisième point qu'on va aborder, c'est la question des valeurs. Donc nous allons, pareil, encore un petit exercice, prendre le temps de réfléchir à nos valeurs. Alors, des valeurs, j'en ai fait un petit texte si vous avez besoin, si vous n'en trouvez pas par vous-même, ce n'est pas grave. Valeurs, par exemple, la loyauté, la gentillesse, l'honnêteté, la bonté, le courage, la générosité, être une personne aimante, être une personne acceptante qui s'accepte soi-même et les autres, l'affirmation de soi dans le respect de soi et des autres, la bienveillance, être connecté, s'engager pleinement dans ce qu'on fait, une valeur de la coopération, le courage, la créativité, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, la flexibilité, hein, qui peut être une valeur, le pardon qui peut être une valeur, la gentillesse, l'amabilité, la gratitude, bon voilà, vous voyez un peu ce que c'est une valeur, hein. Et moi j'ai quand même constaté, de façon générale, on en a tous. Et souvent pas que une, du reste. On a tous, au fond de nous, on a quelque chose comme ça. Donc, voilà, vous prenez un peu de temps, vous réfléchissez à vos valeurs, et juste un petit rappel, c'est que les valeurs, c'est pas les objectifs. Je vais vous donner la définition Alors, Rossaris, c'est un Australien qui pratique l'acte. Il dit, les valeurs décrivent comment nous voulons nous comporter en ce moment et sur une base continue. Les valeurs décrivent comment nous voulons nous comporter en ce moment
et sur une base continue. Les valeurs sont les désirs les plus profonds de notre cœur quant à la façon dont nous voulons nous comporter. Comment nous voulons nous traiter nous-mêmes, comment nous voulons traiter les autres, comment nous voulons traiter le monde qui nous environne. Les objectifs, eux, sont ce que nous visons à l'avenir. Les valeurs, maintenant, sur une base continue. Les objectifs, on les met devant, liés à l'avenir. Ce que nous voulons obtenir, ce que nous voulons avoir ou ce que nous voulons réaliser. Donc, les valeurs sont la façon dont nous voulons nous comporter maintenant. Par exemple, être une personne aimante, c'est une valeur pour moi. Je veux être une personne aimante, c'est vraiment un truc qui est important pour moi. Mais se marier et fonder une famille, c'est un objectif. Pas la même chose. Ou une connerie. Ou une connerie, a dit le... Excusez-moi. Sincèrement désolé. Donc les valeurs peuvent sous-tendre un objectif. Elles sont différentes. Donc voilà. Là, des fois on a des mauvais objectifs, on choisit des mauvais objectifs. Alors, on peut essayer, par exemple, vous pouvez, maintenant vous réfléchissez, vous voyez un peu ce que c'est les valeurs, vous pouvez essayer de vous concentrer sur une valeur, soit parce que c'est la plus importante pour vous, soit parce que vous trouvez que c'est la plus facile à pratiquer. Hein, c'est aussi possible comme ça. Vous essayez de choisir une valeur qui est vraiment, voilà, soit parce que vous la trouvez accessible, soit parce qu'elle est vraiment très importante pour vous. Et vous pouvez faire ce petit travail, c'est pareil, de remémoration, de souvenir sur... Il y a des moments dans votre vie où vous avez vécu cette valeur. Votre comportement était en accord avec cette valeur. Hein, vous avez forcément des souvenirs, vous avez fait dans votre vie, il y a eu des moments où vous avez vécu selon cette valeur. Donc, observons comment nous nous sommes comportés à ce moment-là, quand nous étions vraiment en accord avec notre valeur. Et nous pouvons aussi nous concentrer sur comment nous nous sentions pendant que nous vivions en accord avec cette valeur. Et comment nous nous sentions après? Par exemple, une fois que nous sommes retournés chez nous, comment nous sentions-nous après avoir vécu ce moment que notre comportement était en accord avec notre valeur? Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que quand nous étions dans ce comportement en accord avec notre valeur ou nos valeurs, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que nous avions un comportement constructif? Et alors maintenant, on a exploré un petit peu la mémoire des valeurs et des moments où nous étions
dans un comportement en accord avec nos valeurs, on va rappeler le souvenir du mal-être. Vous vous souvenez le mal-être que vous aviez choisi tout à l'heure, que vous aviez vécu, celui qu'on avait évoqué. Et avec ce souvenir du mal-être qu'on a évoqué tout à l'heure, les petits exercices qu'on a faits, imaginons comment nous pourrions vivre cette valeur en présence de la pensée-émotion quand elle ne prend plus toute la place. Voilà, le troisième point, nous venons d'expérimenter le bien-être que procure une vie guidée par la boussole de nos valeurs. Comportement constructif, pourtant le mal-être peut être là. Et enfin, le dernier point, l'engagement, thérapie d'acceptation et d'engagement. Engagement sur la base des valeurs, vous l'aurez compris. Alors, on récapitule. Nous avons expérimenté la diffusion. C'est pouvoir mettre une petite distance entre ce sentiment qui prend toute la place, pouvoir l'observer, par exemple, ou de dire j'ai la pensée que je sens ceci. Voilà. L'acceptation, avec l'exercice des mains, l'acceptation que c'est là, voilà, c'est là, mais je peux vivre autre chose. Ça, on peut l'expérimenter vraiment. Et troisièmement, on a fait un petit rappel sur le bien-être que procurent nos vies quand nous choisissons de vivre selon nos valeurs, dans un comportement constructif. Donc, lorsqu'on reconnaît nos valeurs, on peut choisir de vivre selon ces valeurs. Pour ça, il faut d'abord les reconnaître, faire une petite exploration comme on a fait. C'est quoi mes valeurs en fait? Et quand on reconnaît ces valeurs et qu'on peut vivre, qu'on peut choisir de vivre en accord avec ces valeurs, alors on peut s'engager avec nos valeurs dans un comportement constructif. Et les valeurs, elles deviennent comme le guide ou la motivation pour s'engager dans un comportement constructif. Un peu comme une boussole, parler de boussole. Donc ce qu'on va entendre par action engagée, c'est une action dans laquelle nous faisons de notre mieux pour vivre selon nos valeurs, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Avec, bien sûr, la pratique. Alors là, c'est un petit échantillon, mais ça c'est, lors d'une thérapie, ça prend plusieurs séances, puis les personnes travaillent à la maison, c'est un suivi. C'est juste pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on peut faire. C'est une seule des techniques possibles. Alors on peut faire un dernier petit exercice, si vous voulez, c'est de nous rappeler le souvenir du mal-être que nous avions, et d'imaginer que nous pourrions vivre avec nos valeurs, de reprendre le sentiment, la pensée, sentiment, émotion de mal-être que nous avions, et de pouvoir l'imaginer, comme avec les mains, on le pose sur le côté ou sur le genou, et on s'engage dans notre vie avec la valeur qui compte pour nous. Voilà, de créer cette visualisation-là.
Bien sûr, quand le mal-être ne prend plus toute la place. Peut-être on pourra imaginer en quoi notre comportement serait différent lorsque nous gardons un œil sur la boussole de nos valeurs. En quoi ça serait différent? Et comment est-ce que nous traiterions nous-mêmes, les autres et le monde qui nous entoure? Voilà, nous venons d'expérimenter l'engagement selon cette thérapie. Je vous rappelle que l'imaginaire est un outil très 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 important. Visualisation, quand on imagine, qu'on visualise quelque chose, on crée psychiquement une trace, une empreinte qu'on pourra reprendre ensuite. Les habitudes créent la même chose. Hein. On fait une chose, on la refait, ça crée un sillon en fait. Ben là c'est pareil. On utilise ça aussi dans l'hypnose par exemple. Hein. C'est vraiment produire une image, mais vraiment sincèrement, on la sent, enfin on le sent, on sent ce qu'on imagine, on est dedans, on est vraiment. Donc on peut imaginer, oui j'ai des valeurs, je peux vivre selon mes valeurs, et pourtant le mal-être il n'est pas disparu, mais il est juste plus là, quoi. Là. Voilà. Ça c'est l'important, c'est que ce soit possible. Après c'est la pratique, c'est comme pour beaucoup de choses du reste. Hein. L'important c'est possible. Après on travaille. Pour tout, il y a du travail. Hein. Donc, juste une petite conclusion pour marquer un point très très important. Souvent, les patients, quand ils viennent, surtout au début, ils disent ouais, les émotions, ça me pose problème. Je veux apprendre à gérer mes émotions. Là, vous aurez compris que ce n'est pas les émotions qu'on va gérer, c'est notre comportement. Avec les émotions. On ne va pas se débarrasser des émotions. On va juste apprendre à. Voilà. C'est nos comportements, ça on peut transformer, gérer nos comportements avec la pensée de mal-être par exemple ou autre chose. Là pour le coup c'est le mal-être puisque c'était le thème du jeu. On peut changer nos comportements par rapport à nos émotions. Et les émotions, ce qu'on peut faire c'est juste, dans cette technique-là en tout cas, on peut les mettre à distance, on peut les poser. Elles sont là. Ça vous est forcément déjà arrivé. Essayez de vous souvenir d'un moment comme ça où vous étiez bof, quoi, pas bien et tout. Et puis vous vous levez le matin, vous êtes vraiment. Puis vous allez. Et puis en chemin, par exemple, vous rencontrez une copine ou quelqu'un de la famille ou qui se met à vous parler et vous lui parlez et votre mal-être il n'est pas disparu, il est toujours là. Le truc que vous aviez tout à l'heure là en vous levant, il est toujours là. Et puis vous allez travailler, et parfois même vous allez pouvoir l'oublier. C'est pas parce que vous l'oubliez qu'il a disparu. Vous allez pouvoir l'oublier, vous travaillez, vous allez manger avec les collègues, il y en a qui racontent des blagues, vous riez avec eux, mais votre malaise il est toujours là. Enfin, moi je le mets là, mais pas bon. Il est toujours là ou enfin, je sais pas où vous le mettez vous. Il est toujours là. Ça, on a tous vécu ça, forcément au moins une fois dans nos vies. Un truc comme ça, ça nous est à tous arrivé. C'est possible. La preuve, on l'a déjà vécu. Donc après, on peut l'entraîner, hein, comme on disait tout à l'heure par rapport à l'entraînement. Un truc que je trouve super avec les bouddhistes, c'est ça qu'ils ont porté cette idée-là. On peut entraîner notre esprit. Du reste, les
les psychothérapies ont bien pompé, à commencer par la pleine conscience, dont vous avez tous entendu parler, d'où ça vient, c'est pas dit, hein. On ne nomme pas l'auteur. Hein. On a inventé la pleine conscience, nous autres occidentaux, justement. Hein. Mais en fait, voilà d'où ça vient. Un des premiers, je crois, c'est Thich Nhat Hanh qui a nommé ça comme ça, la pleine conscience, hein, par exemple. Donc voilà. On peut entraîner notre esprit, on peut pratiquer de la même façon qu'on fait en méditation de concentration ou en méditation analytique, du reste. Hein, on peut. C'est ça qui est génial avec notre esprit, c'est qu'on peut entraîner, on peut transformer les choses. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Merci beaucoup. Oui. Est-ce que tout ce dont tu viens de parler est une finalité en soi, ou est-ce que c'est le début d'un chemin? Parce que bon, voilà, le malaise est toujours là et maintenant on apprend à vivre avec, en gros. Est-ce que c'est le début d'un chemin pour essayer, quand même, je dirais pas de l'effacer, mais de comprendre l'origine de ce malaise? Non, dans cette technique-là, non. C'est une technique d'acceptation. La visée, c'est vivre selon comment on a envie, comment on se représente, qu'on aimerait vivre en accord avec nos valeurs, dans l'engagement, c'est l'action, acte. C'est comment se mettre en action et ne plus être paralysé par nos peurs, nos mal-être, nos trucs qui nous font souffrir. Dans l'acte, quand on est, alors, on va dire pur, hein, la thérapie pure, ceux qui pratiquent uniquement l'acte, les patients ils en parlent de toute façon, hein, voilà, quand j'étais petit, machin, ceci, cela, mais ça nous permet juste de voir comment ils sont réduits, ou comment ils collent à ça, comment ça les a déterminés, comment ça les a construits, et comment ils ont collé, comment ils ont fusionné avec ces choses-là. Et nous, on va se concentrer, dans l'acte en tout cas, vraiment c'est dans cette thérapie-là, hein, c'est comme ça. On va se concentrer sur défusionner, accepter, reconnaître nos valeurs, s'engager. C'est vraiment le programme, on pourrait dire. Hein. Voilà, c'est ça. Alors mais après, moi par exemple, c'est des outils que j'utilise, mais je ne pratique pas l'acte pur en fait. Hein. J'utilise à des moments avec certains patients. Voilà, j'ai d'autres outils que je peux utiliser. Mais pour cette thérapie de l'acte, non, il ne se pose pas la question de... C'est ici, maintenant, qu'est-ce que je peux faire ici, maintenant, pour aller mieux. En ligne, hein, si vous voulez vous exprimer, n'hésitez pas à prendre la parole. Moi, j'avais Oui. une réflexion. Vous entendez un petit peu quand même ce qui se dit? Ça va? C'est bien? Cool. Non, mais pas quand Martine parle. Hein. Non, quand il y a des gens qui interviennent dans la pièce. Donc juste, parce qu'à un moment, tu as dit que on essaie de, enfin, c'est pas qu'on essaie de côté des émotions, mais on cherchait pas à changer les émotions, en fait. C'est par les actions que on agissait. Alors, dans la thérapie de l'acte, il part du principe, il y a deux principes de base dans leur pensée. C'est que l'esprit, la fonction de l'esprit, tout à l'heure on a parlé des fonctions vues par Freud, vues par les bouddhistes, voilà, la fonction de l'esprit, c'est de produire des pensées. Et dans les pensées, il y a émotions, sensations, images, tout ça. Voilà, le boulot de l'esprit, il produit. Et après, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ce qu'il produit? On adhère, on colle, on le croit, on s'y soumet, on est envahi ou pas. Les émotions, dans l'acte, il part du principe qu'on ne peut pas s'en débarrasser. On peut apprendre à les mettre de côté. Voilà. Ça, c'est vraiment, il faut faire attention. Il ne faut pas le généraliser parce que ce n'est pas vrai. Oui, voilà, c'est ça. C'est dans l'acte. Je vous ai présenté un aspect d'une technique. Ah oui, d'accord, ok. Dans la thérapie d'acceptation et d'engagement, c'est deux principes de base qui sont posés. C'est les postulats. L'esprit, son boulot, c'est de produire des pensées, des idées, des machins. Et les émotions, on ne peut pas s'en débarrasser. On peut les mettre par contre de côté. On peut apprendre à défusionner, on peut apprendre voilà, faut arrêter.
de s'empêcher de vivre et d'être envahi. C'est ça. Tout le travail. Et là, je vous ai donné des tout petits exemples d'exercices, mais il y en a plein d'autres. Pour, par exemple, quand c'est dans l'angoisse, alors on travaille autrement, autre chose, par exemple. Quand on aura des robots, ils auront des émotions. Les robots qui vont venir. Qui vont avoir des émotions? Ah ouais? Les robots, mais est-ce qu'ils en auront? Eh oui, qu'est-ce qu'on fera alors? On fera des thérapies avec les robots alors? Tu vois, un boulot alors. Les émotions. Il y a beaucoup de robots. Moi, je peux peut-être un peu rebondir sur ce que... À moins que vous ayez des questions ou des interventions, des interventions, des n'importe. idées, des commentaires. Pardon, moi j'ai juste un petit truc. Tu as terminé en disant que quand on travaille sur l'angoisse, on travaille d'une autre manière particulière. Est-ce que tu peux juste nous dire quelques mots là-dessus? Travail sur l'angoisse, la première chose qu'on fait, c'est par exemple, il y a un exercice qui s'appelle jeter l'encre. C'est... On le fait en séance, hein, avec le patient. Hein. Ou dans des moments où, par exemple, quand ils sont extrêmement énervés, il y en a des boules, il y avait les grèves de métro, il y avait machin, et le monde est contre moi, quoi. Voilà. Donc, fou. Voilà. C'est entre autres. Hein. Et après, on peut commencer à discuter. Alors moi, j'ai pris plein de notes. Aïe. Non. L'imaginaire est un outil, ça je trouve ça vachement inspirant. Mais déjà, pour revenir un peu sur ce que tu as... moi, j'ai trouvé ça super intéressant de mêler aussi ses mains. Au début, on peut se dire, bon, ok, d'accord, je vois pas les mains. Mais en fait, ça crée quelque chose d'un peu tangible aussi sur des abstractions qui ne le sont pas. Et moi, je l'utilise rarement quand je dis des méditations. Et je pense que ça sert bien un peu. Parfois, d'être un peu dans... Ouais, je trouve que ça m'a parlé. Je l'ai fait, je me suis dit, mais ouais, en fait... Ça concrétise. C'est une analogie. Et Bouddha réfléchissait beaucoup par analogie. Alors, il ne demandait peut-être pas aux gens d'utiliser leurs mains, mais il fonctionnait par des choses qui étaient faciles à comprendre, parce que c'est ce que les gens voyaient dans la vie de tous les jours. Et en se servant de ce à quoi ils étaient familiers, ils pouvaient plus facilement amener ça dans le monde intérieur, qui est un peu invisible. Et de coller les deux, ça permettait de faire la lumière à l'intérieur. Moi, j'ai trouvé ça... Quand on pose nos mains comme ça, on s'imagine comment on est quand on est envahi par l'émotion, le mal-être, ou la colère, ou n'importe quel sentiment, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Et on est là, et on est aveugle, en fait, hein, et on se permet on bouge, pourtant on bouge, tout, on dit des choses et tout, alors qu'on est complètement... Et là, ça concrétise vraiment ce petit exercice-là. J'ai trouvé assez proche l'acte avec quelque chose qui est dans le bouddhisme hyper important, ça s'appelle les 4 pouvoirs d'opposition. Parce que finalement, la diffusion pourrait dire que c'est l'antidote dans le bouddhisme. L'engagement, c'est la résolution. Et puis, les valeurs, c'est la base. Et en fait, on retrouve dans comment transformer une habitude dans le bouddhisme, il y a ces 4 pouvoirs d'opposition. Par exemple, si je veux arrêter d'être énervé, la première chose, c'est de reconnaître à quel point ça peut être pas constructif pour nous. La deuxième, c'est d'apposer un antidote. La diffusion peut en être un. Le troisième, c'est de reconnaître ses propres valeurs, vers quoi on est vraiment inspiré. Et puis la quatrième, c'est de s'engager, c'est la résolution, qui est aussi une forme d'engagement. Et c'est ce qui me plaît, c'est que c'est des méthodes qui fonctionnent, oui. Et qui ont été, la tarte a été coupée de manière un petit peu différente, mais au final, dans l'esprit l'esprit va à travers les mêmes portes, comme en ski de descente. Hein. Elle va à travers les mêmes portes, mais au final, on arrive toujours en bas de la piste. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple de thérapie, parce que franchement, et ça vient de plus en plus, il y en a de plus en plus. Hein.
ça fait écho, on pourrait dire. Hein, mais de plus en plus, hein, c'est frappant. Hein, et il y a de plus en plus de psys qui s'intéressent au bouddhisme et qui lisent et qui voient comment on peut... Il y a des rencontres avec le Dalai Lama aussi. Mind and Life. Voilà. Hein, il y a des auteurs maintenant, c'est très très intéressant hein, ce qui est en train de se faire là, en ce moment. Ça s'enrichit vraiment. Enfin, c'est surtout la psychologie qui s'enrichit du bouddhisme. Je ne sais pas si Je pense. le bouddhisme doit être enrichi par la psychologie, Oui. je ne sais pas trop, mais bon. Mais ce qui me plaît aussi, c'est que dans la première étape, j'ai l'impression dans cette technique, tu mets pas la barre trop haut à penser qu'on puisse se défaire de cette chose-là. Non, on ne peut pas. Et ça, je trouve que c'est vachement important dans le processus d'acceptation. Parce que souvent, dans les méditations bouddhistes, on va avoir, oui, on peut s'en défaire. On peut s'en défaire. Mais dans l'esprit, si on cherche trop rapidement à s'en défaire, en fait, on fait le boulot du rejet, en fait. On continue à perpétuer le rejet. On dit, je veux m'en défaire. Si le bouddhisme a dit qu'on s'en défait, quand Et là, dans l'esprit. Alors que la première étape, et c'est un peu ce vers quoi tente ce que tu indiques là, c'est que la première étape, c'est se dire, c'est là, de toute façon. voilà. J'apprends à vivre avec mes angoisses. Mingyur Rinpoche disait qu'il a eu des épisodes d'angoisse quand il était plus jeune et que son père lui avait dit, mais le meilleur moyen, c'est d'en faire tes amis. Accueille-les. Et quand il a commencé à les accueillir, c'est-à-dire accepter leur existence, eh ben, elles n'ont plus de raison d'être presque. Elles perdent leur force. Elles perdent leur force complètement. Donc je trouve que c'est bien de ne pas mettre la barre trop haute, parce que ça permet plus facilement de générer l'acceptation dans l'esprit. Et c'est très important ce que tu dis, parce que si tu dis qu'il faut se débarrasser des émotions négatives, tu engendres le rejet et la lutte. Et qui dit lutte dit renforcement du problème. Ouais. Donc c'est contre-productif. Exactement. Donc non, on ne va pas s'en débarrasser, on va juste les... Voilà, j'ai mis, c'est un bibelot sur mon étagère. Voilà. Il y a plein de choses chez vous, c'est là, mais vous y prêtez pas attention tout le temps. C'est pas le nez collé dessus tout le temps, c'est là. Et surtout la lutte, enfin bon, il y a tout un chapitre aussi sur la lutte, c'est surtout, non, pas, parce que la lutte renforce complètement le problème. Ouais. On veut trop rapidement trouver des solutions vite. D'abord, on Alors, accepte que c'est là, et puis on ouais. verra plus tard. On sera plus grand. L'acceptation. C'est un thème important, ça, dans les méditations, l'acceptation. L'acceptation de sa propre souffrance, l'acceptation de la souffrance qui nous est faite, qui nous est induite par les autres. Et c'est une étape fondamentale, sinon on ne peut pas vraiment travailler avec. Alors, dans cette même forme de méditation que ce que tu viens de conduire, les méditations bouddhistes diront ça participe au problème de penser que la chose est toujours là aussi. Parce que c'est une forme de réification, c'est une forme de matérialisation de ce problème de se dire j'ai toujours le mal-être quand même. T'as toujours le mal-être, vraiment? Je pense qu'à quelqu'un qui conduirait une méditation dirait t'as toujours le mal-être, vraiment? Toujours? Vérifie-le. Vérifie-le, regarde dans ton esprit. Vérifie dans ton esprit. Parce que le meilleur moyen de se défusionner, c'est d'avoir à la fois une conscience claire et stable qui est induite par un travail sur la concentration, et après de regarder en nous et d'attendre et se dire est-ce qu'il est toujours là? Est-ce qu'il est toujours là, le mal-être? Et en fait, on se rend compte que, un, il n'est pas toujours là, et que deux, le problème vient de penser qu'à la fois on est le mal-être, et que deux, il est toujours là. Parce que la pensée que le mal-être est toujours là, c'est ce qu'on appelle une projection de permanence. C'est qu'on projette quelque chose qui à la fois est nous, et de deux, qui est totalement impossible à enlever de notre esprit, qui est là. Alors au départ, on fait la méditation et on cherche le mal-être, on se dit, non, je ne le vois pas vraiment, mais il est là au fond, il est tapis. Il est prêt à bondir, le mal-être, il est rampant, il est à l'intérieur de moi, il est cette chose-là qui
qui est le dénominateur commun de tout mon être. Il est cette chose noire et sombre que je porte en moi. Si on le voit comme ça, hein, mais... Et ça, c'est une projection de l'esprit, ça. Ah oui, oui, oui. C'est une projection parce que c'est quelque chose qu'on est sûr de connaître, mais on ne le voit pas vraiment. C'est comme si je disais, il y a un lapin au milieu de cette pièce au final. Je suis sûr qu'il y a un lapin. Je suis sûr qu'il y a un lapin. Je ne le vois pas, mais il est là. Et en fait, on fait exactement la même chose avec le mal-être. On a l'impression qu'il est là. Et l'impression qu'il est là sans qu'on l'observe, ben c'est ça aussi la perpétuation du mal-être. C'est la perpétuation de cette chose qui est à l'intérieur de notre esprit sans qu'on puisse vraiment l'identifier. Donc, je suis complètement d'accord sur le fait du bienfait de la progressivité dans cette méditation et de commencer par se dire, ok, la première étape, c'est sûr, c'est l'acceptation. Première étape, ok, il est là, mais je vois que je peux quand même avoir des moments où je suis porté sur mes valeurs, sur mes objectifs, et que c'est vrai que je ne me sens pas encore très bien, mais je fais avec. Et je pense que c'est vraiment une super indication de commencer par là, et puis peut-être de s'arrêter là, parce que c'est peut-être ce qui va enlever vraiment le plus problématique de ce rapport au mal-être. Mais je pense qu'après aussi, on peut aller un peu plus loin pour vraiment à la fois voir à l'intérieur de nous tous les moments où il n'est pas là, et avec un esprit clair et concentré, et avec ce que tu viens de dire comme étant une ancre. On commence par une méditation de calme mental, parce qu'on vient travailler sur l'appareil mental qui nous permet de voir clairement quelque chose et de le reconnaître en disant « Ah, c'est ça !» Sauf que quand on a un épisode de mal-être, on a du mal à dire « Ah, ça c'est très clair !» Donc il faut retrouver déjà de la détente, de la stabilité, de la clarté mentale, qui va permettre ensuite de regarder clairement dans notre esprit et de contrecarrer l'idée que ce mal-être, il existe sans arrêt tapis. Et il y a des moments où on va pouvoir regarder en nous et se dire « Waouh, il n'est pas là !» Et là, on vient d'avoir la preuve qu'il existe une personne, moi, totalement en dehors du contexte du mal-être. La diffusion. Voilà. Et là, la Je diffusion, suis pas- elle est complètement actée dans ce sens qu'on a la preuve. Là, c'est plus... On imagine que le lapin est là quand il n'est pas là. Là, on a fait toute la pièce et on ne l'a pas trouvé. Et on arrive à la conclusion formelle, il n'est pas là, le lapin. Et là, l'exercice de diffusion, je pense qu'il est pas tout à fait complet, mais en tout cas, il est beaucoup plus guérisseur dans l'esprit. C'est-à-dire que là, il est présenté un peu vite, mais l'idée, c'est vraiment de permettre d'entendre « je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions ». Et ça, c'est ça qu'on souligne, en fait, dans la diffusion, c'est ça. Si tu peux défusionner, c'est que tu n'es pas. Ouais. Si je suis fusionné avec l'ordinateur, je fais partie de l'ordinateur. Si je défusionne de l'ordinateur, je ne suis pas l'ordinateur. Voilà, c'est vraiment ça, c'est une part du travail très très important. Mon esprit produit cette pensée. Du reste, dans notre façon de parler avec les patients, on peut faire très attention à nommer à chaque fois. On reprend ce qu'ils ont dit. Votre esprit produit cette pensée. Ou votre esprit vous fait croire que vous... On reprend sans arrêt sous cette forme-là. C'est une production de l'esprit. Ça, c'est une des bases les plus importantes dans cette... C'est une production de l'esprit. C'est du virtuel. C'est pouf, on crée des images, on crée des émotions. La preuve qu'on est capable de créer des émotions, ça vous est arrivé à tous, on va au cinéma, on regarde un film triste. Qu'est-ce qui se passe dans la salle? 150 personnes pleurent. Est-ce qu'il y a eu un vrai problème dans la vie? Non. Et pourtant, ils pleurent pour de vrai, hein. Leur sentiment, il est vrai, ils sont vraiment tristes. Hein. C'est une image sur un écran qui a fait que... Ou alors vous leur montrez un film d'horreur, elles ont l'angoisse. Ou alors vous leur montrez un film gai, joyeux, 150 personnes éclatent de rire. Alors que dans la réalité, il se produit quoi? C'est une image. Et ça suffit à nous faire vivre et ressentir et créer des émotions. Donc c'est pareil, c'est ça comment ça fonctionne. C'est vraiment alors on appelle ça une production de l'esprit. L'esprit produit des trucs. Et nous, on réagit à ça. Et suivant comment on va réagir, on s'en saisit, on se colle, on y croit, on dit oui, c'est vrai, je suis vraiment malheureuse. Et c'est cette croyance-là qui fait souffrir. Donc, la diffusion, c'est ça, je ne suis pas
les productions de mon esprit. Mm. Donc, c'est là-dessus, j'ai peut-être pas mis assez l'accent là-dessus. Non, mais moi je pense que C'est important de le souligner. C'est vraiment ça la diffusion. C'est je ne suis pas ce que mon esprit me dit ou me fait croire, etc. Ça, c'est vraiment fondamental. Ça, là, on le retrouve. Et ben, ce que tu viens de dire avec l'écran aussi, c'est très proche de la théorie de la cognition dans le bouddhisme, qui dit que ce qu'on voit, on le voit à travers une apparence finalement. Sauf que l'apparence, elle a tendance, cette image mentale, on voit les choses à travers une image mentale sans arrêt, sauf que cette fonction de la conscience de voir à travers une image mentale peut parfois colorer les choses, et on a l'impression que cette coloration, elle résulte que c'est la chose qu'on observe qui est colorée, alors que ça vient de notre esprit. Toutes les perturbations mentales, elles ont cette faculté de colorer, d'exagérer la réalité, sauf qu'il n'y a pas un petit tit dans la tête qui nous fait dire François, là, c'est de ton côté, là, la coloration, c'est pas du côté de l'objet, et on se laisse prendre dans cette chose-là. Je pense que le travail de la diffusion, c'est de voir aussi que l'objet n'existe pas totalement comme on le perçoit. Pas à l'intérieur de nous, en tout cas. Pas à l'intérieur. L'exemple que je donne souvent dans mon cabinet, il y a un petit radiateur électrique, là, quand il fait un peu froid. Et j'explique aux gens, je dis, le radiateur n'est pas dans ma tête. J'ai une image du radiateur dans ma tête. C'est la seule chose, la seule façon que j'ai de connaître la réalité du radiateur. J'ai une image du radiateur, mais je ne connais pas, je ne sais pas le radiateur. C'est une image. Et toute la réalité, tout ce qu'on vit, on produit une image dans notre tête. J'ai pas la personne là dans ma tête, elle n'y rentrerait pas. Elle est trop petite ma tête. Je ne peux pas mettre une personne entière dans ma tête. Mais j'ai une image. Et quand on sait comment fonctionne la perception, j'ai une image inversée, donc elle est à l'envers, sur le fond de ma rétine, et ensuite elle est traduite au travers du nerf visuel et décodée dans les tubercules quadrijumeaux derrière. Là. On se rend compte que le radiateur ou la personne... Il est loin. Hein, c'est une image, c'est inversé, et c'est décodé, recodé, traduit. Voilà. Et après, on va dire, oui, je sais, je suis sûr. Et comment, de quoi? De quoi est-ce qu'on peut être sûr? Il y a des gens qui disent, je suis sûr, c'est comme ça. Ouais, bah, tant mieux, c'est bien, hein, mais comment est-ce qu'on peut avoir une telle certitude? J'ai une image, c'est tout. Et ben c'est ça. Et les émotions et les pensées, c'est ça, on produit. Pardon. C'était pas le moment de poser cette question, mais c'est juste pour lancer un petit sujet. Le cycle menstruel et les différences justement que ça peut apporter hormonalement dans la perception. Il y a plein de personnes qui sont confrontées à ça, j'en fais partie moi-même, où vraiment en fonction des hormones que le cerveau et notre corps produit à ce moment-là, vision du monde totalement différente. Est-ce que c'est un sujet qui peut vous parler et qui est, Tout à fait, oui, bien sûr. Bien sûr, et du coup, à quoi c'est lié on sait bien qu'il y a certains produits, on va dire, qui sont fabriqués dans le corps, qui altèrent l'humeur, par exemple. Oui, mais après, ok, je sais ça. Je sais que, par exemple, ou les femmes enceintes aussi, hein, chez les femmes enceintes, chez certaines femmes, parce que, alors là c'est pareil, c'est pas chez toutes, donc on ne peut pas vraiment faire une généralité, comme disait François tout à l'heure. Certaines femmes, chez qui ça altère l'humeur. Ok, mais après c'est qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais de ça? La question c'est un truc aussi très important, c'est pas ce que je vis qui est important, c'est ce que j'en fais. Parce que des malheurs, des trucs, des machins, tout le monde en vit. Mais qu'est-ce que j'en fais? Parce que là, il y a l'idée, je trouve que ça devient tellement viscéral, c'est tellement vécu physiquement, qu'il y a beau avoir le recul de je sais que c'est une hormone, je sais, je la vois cette douleur, je les vois cette pensée, je la vois cette angoisse. Mais j'ai beau être dans la place de l'observateur, je dis un G en général, parce que j'ai beaucoup d'amis dans ce cas-là aussi, la douleur, elle est là, quoi. Ah bah après, c'est les habitudes, c'est dur à changer les habitudes, c'est l'entraînement. C'est identifier. À partir du moment où tu as identifié, oui, je sais, ben voilà, il y a les hormones qui altèrent, oui, effectivement.
Mais qu'est-ce que j'en fais? Sous prétexte que j'ai mes règles, alors je vais agresser tout le monde? Non, Et c'est mon droit, Non, c'est physiologique, hein, c'est physiologique, ah bah moi j'y peux rien. non, j'ai pas du tout dit ça. Mais non, parce qu'il y a réagir à ses émotions et simplement les vivre et puis essayer de les calmer un peu. C'est sur l'idée de trouver un peu d'apaisement. Oui, tout à fait. Bah là, il y a l'entraînement, le travail, repérer, identifier, prendre conscience, nommer, petit à petit, voir un peu comment... Ben oui, non, c'est pas parce que j'ai mes règles que je vais c'est pas Non, possible. je parle aussi de... Parce que ça peut amener des vrais états dépressifs, ça peut être... c'est très Parfois, pour ça certaines rend personnes, heureux, mais après, parce que c'est on un contexte singulier. Il faut voir en fonction de la personne, de ce qu'elle vit. Après, il y a tout le contexte C'est de le la côté personne. chimique voilà, qui me questionne, vraiment chimique, cerveau et ce travail mental, spirituel, comment il peut l'aider, quoi. Ben, la chimie du cerveau, elle fonctionne, mais sauf que pas pareil pour tout le monde. D'accord. Donc voilà, après qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Mais dans tous les cas, ça m'excuse. Oui, c'est clair que la chimie du cerveau influe en particulier sur l'humeur. En particulier sur l'humeur. Les hormones influent en particulier. La preuve, c'est que dans l'inverse, à la ménopause, il y a aussi une altération de l'humeur. Une altération du sommeil, des choses comme ça, mais il peut y avoir aussi une altération de l'humeur. Mais soit je me lâche sous prétexte que c'est pareil, hein, mais malheureusement, ça existe, hein, des personnes, ah bah oui, mais moi j'y peux rien. Hein. C'est mon état physiologique. Ça, c'est l'ego qui fait un peu du genre... Voilà. Ou alors, on dit, oui, je sais, oui, là, mon humeur est altérée parce que ma chimie change, parce qu'il se passe des choses, mais je vais faire un petit travail, je vais réfréner peut-être, je vais prendre conscience, peut-être que je vais réussir, ou alors je dis aux proches en particulier, bon là, aujourd'hui c'est pas le jour. Hein. Mais je pourrais dire que le travail qu'on peut faire sur le mal-être, qui est une manière de percevoir, on peut la faire aussi sur la chose qui n'est pas le mal-être, qui est le facteur aggravant du mal-être peut-être, qui est le corps aussi. Avoir un corps de femme, avec les cycles menstruels, avoir quelqu'un qui a des cycles dans la journée où il est complètement fatigué aussi, quelqu'un qui vieillit, qui perd ses capacités mentales. Je pense qu'on peut avoir un petit peu de cette technique, ou en tout cas la technique d'acceptation, non seulement de la manière dont on perçoit la chose, mais de cette chose aussi. On peut aussi le prendre comme, ben voilà, j'ai un corps de femme, avec ses forces et ses faiblesses, et d'aussi le prendre comme un objet particulier. Pas seulement, il ne s'agit pas de penser que tout n'est que dans la perception que tout le travail mental qu'on peut faire pour apaiser l'esprit, c'est simplement dans ma perception de ces choses-là. Mais on peut aussi prendre ces choses-là et les observer par elles-mêmes, en dehors du contexte de ma perception d'elles aussi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que ce n'est pas toute une histoire de perception non plus. Ma perception des règlements climatiques, par exemple, si j'ai peur, j'ai une angoisse du climat, je n'ai pas seulement travaillé sur ma perception, mais aussi sur le climat lui-même, sur la planète, sur l'image que j'ai de la planète, c'est sûr, mais la planète aussi. Et je pense qu'on peut le faire aussi de notre propre corps, l'acceptation du corps, de ses limites. Je pense que ça peut faire partie aussi ce qui peut aider.